Bonjour. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette unité 8, donc, où on va parler plus spécifiquement maintenant du contrôle de la microstructure à travers les différents mécanismes là, qui se produisent durant la solidification. Donc, vous vous en doutez, le but de contrôler la microstructure, c'est de contrôler les propriétés des matériaux après solidification et dans le but, évidemment, d'obtenir les meilleures performances possibles. Aussi, on va discuter dans cette unité des différents types de défauts qui sont typiques des microstructures de fonderie et on va discuter un petit peu aussi peut-être des façons avec lesquelles on peut minimiser ces défauts. Donc, précédemment, on a montré, dans la première partie là, sur l'unité 8, on a montré que lors de la solidification, parce qu'on a, dans le cas des alliages en général, un processus de ségrégation, donc on a une distribution du soluté, ça amène le phénomène de surfusion structurale qui, dans certaines conditions là, de refroidissement, vont conduire à la formation de structures dendritiques, donc avec des branches au niveau des dendrites. On peut illustrer ici typiquement une dendrite, donc grosso modo, c'est une direction principale de la dendrite, croissance dans cette direction-là, et on va avoir des dendrites secondaires qui vont se former à la surface de celle-ci. Et on va aussi avoir une croissance, donc des dendrites secondaires dans des directions latérales. Évidemment, cette croissance va être un peu plus lente. Alors, on peut montrer que, en fait, en fonction des vitesses de refroidissement, des vitesses de solidification, la taille de cette microstructure dendritique va varier. Et dans les faits, on s'en doute un peu, plus la vitesse de refroidissement est grande et plus les dendrites, plus la structure va être fine. Un peu de la même façon que ce qu'on forme quand on fait des traitements thermiques. On a vu que plus les températures sont basses, plus les vitesses de transformation sont grandes, plus les structures sont petites, plus les structures sont fines. Et dans ce cas-ci, au niveau d'une structure dendritique, la propriété, en fait, la caractéristique des dendrites qui parle le plus au niveau des propriétés, c'est ce qu'on appelle la distance entre les bras des dendrites secondaires. Donc, la distance D2, ça correspond à la distance moyenne entre ces bras ici. Donc, dendrite secondaire, ici, on prend la distance moyenne. Et ça, typiquement, c'est à l'échelle microscopique. Donc, c'est en microns que ça se mesure. Et donc, une structure va être plus fine lorsque la distance entre les dendrites secondaires va être fine. Alors, ce qu'on montre sur le diagramme qui est ici, et ça, c'est à peu près général pour les procédés de fonderie, la grandeur ici, les grandeurs pourraient être différentes, mais le comportement général qu'on observe, c'est que plus la solidification est rapide, plus la distance entre les bras des dendrites secondaires est petite, et plus la résistance mécanique RM, la résistance à la traction, va être grande. De la même façon, meilleur, et là le changement est encore plus spectaculaire, plus grande va être aussi la ductilité lorsque les dendrites sont fines. Dans le cas des refroidissements qui sont plus lents, à ce moment-là, on a des dendrites qui sont plus grossières. On a une microstructure générale de solidification qui est plus grossière. Et ça donne, en réalité, c'est tout à fait relié à la taille des pores qu'on retrouve dans les zones interdendritiques. On a vu dans la vidéo sur la première partie de l'unité 8 que le liquide qui est piégé entre les bras des dendrites, dans cette zone-ci, ici, lorsque les dendrites secondaires qui se retrouvent de l'autre côté vont piéger une certaine quantité de liquide ici, ce liquide, lorsqu'il se solidifie, va laisser place à de la porosité. Alors, évidemment, plus les dendrites sont grossières, plus les tailles des pores qui vont se former vont être gros et avoir des porosités de grande taille à l'intérieur du matériau. Évidemment, ça nuit aux propriétés mécaniques, ça donne une bien moins bonne ductilité et ça donne une moins bonne résistance à la traction aussi. Donc,
deux propriétés qui varient grandement avec la taille de la microstructure de fonderie. Alors ici, on montre un exemple pour un alliage d'aluminium. Donc, un alliage d'aluminium, selon qu'il est coulé dans un moule en sable ou dans un moule permanent. Un moule permanent, ce que ça veut dire, c'est un moule métallique. Alors, un moule métallique, le refroidissement est plus rapide. Si le refroidissement est plus rapide, ça veut dire qu'on va obtenir une structure, une microstructure qui est plus fine. Donc, des dendrites plus petites. Et on voit ici qu'on a une résistance à l'attraction plus grande dans ce cas-là que le même alliage lorsqu'il est coulé en sable. Donc, ici, quand on donne les caractéristiques d'un alliage au niveau de sa composition chimique, ce n'est pas suffisant pour déduire les propriétés mécaniques. Pour un alliage de fonderie, il faut en plus dire dans quel type de procédé on fabrique les pièces. Donc, lorsqu'on a des structures de refroidissement plus rapides, on a des meilleures propriétés, donc de résistance à l'attraction et aussi de ductilité. Très, très important. Alors, donc, de quelle façon on peut obtenir des grains fins? Bien, une des méthodes qu'on peut utiliser, c'est le phénomène d'inoculation. Donc, l'inoculation consiste à jeter à l'intérieur du bain liquide, juste avant de faire la coulée, on jette des petites particules solides qui vont être des sites de germination qu'on appelle hétérogènes pour la formation de grains solides. Alors, c'est comme en fait si, lorsqu'on solidifie une pièce, imaginons qu'on veut couler une pièce cylindrique comme ça, bien, on a vu que la chaleur est extraite à travers les parois du moule, mais si au sein du liquide, on vient ajouter des petites particules solides, ça va permettre d'avoir un démarrage, si on veut, de la solidification autour de ces fines particules. Et donc, plus on en ajoute de ces particules, bien, plus ces grains où démarre la solidification vont être petits. Et donc, ça donne une structure avec des grains plus fins. Ici, on compare sur les deux images le même alliage coulé sans inoculant. Donc, dans un cas comme ça, on voit que la solidification démarre au niveau de la paroi du moule et on a croissance du solide vers le centre du moule ou de la billette. On peut imaginer qu'on coule ici une pièce cylindrique. Mais on voit que tout ça, c'est des grains qui sont relativement grossiers, des très, très gros grains. En présence d'un inoculant, bien ici, les grains, là, on voit qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus fins et on a surtout une taille de grain qui est très, très homogène à travers toute la pièce. Donc ici, la solidification démarre non seulement à la paroi du moule, mais aussi au sein de chacune des petites particules qui agissent un peu comme des mini-parois de moule qu'on vient insérer au niveau du matériau. Donc, l'intérêt d'ajouter ce qu'on appelle des inoculants à l'intérieur d'un alliage liquide, ça permet, dans un premier temps, d'homogénéiser la microstructure et, dans un deuxième temps, d'obtenir des grains beaucoup, beaucoup plus fins. Des grains fins, ça veut dire de meilleures propriétés mécaniques. Un autre paramètre qui est intéressant pour modifier donc la microstructure, en particulier des structures d'alliage qui ont des points eutectiques, donc des eutectiques, il y a moyen par des additifs chimiques de modifier non pas la quantité d'eutectique, mais la forme de l'eutectique. Alors ici, on en montre un exemple pour des alliages d'aluminium, silicium. Donc, dans les alliages aluminium-silicium, si on regarde le diagramme d'équilibre binaire aluminium-silicium, on voit qu'on a un point eutectique à l'intérieur de ce diagramme d'équilibre. Alors, quand on regarde la microstructure de l'eutectique, très souvent en classe, quand on illustre ça graphiquement, on illustre comme une structure où on a les deux phases, hein, les phases alpha et bêta. Alors, dans ce cas-ci, la structure eutectique ressemble un peu à ça. Ce n'est pas une structure lamellaire comme dans d'autres cas, comme dans le plomb éteint, par exemple. Ici, on a une structure eutectique qui est constituée d'aluminium, aluminium à peu près pur, avec du silicium qui est pur aussi. Donc, l'aluminium n'est pas soluble dans le silicium, de telle sorte que tout ce qui apparaît en gris foncé ici, c'est du silicium à peu près pur. Et donc, la structure de l'eutectique est, dans le cas d'un alliage aluminium-silicium normal, ici, ce qu'on montre, c'est aluminium contenant 13% de silicium.
Ça, c'est un alliage hypoeutectique. C'est la raison pour laquelle on a des zones de phase primaire ici qui sont essentiellement de l'aluminium. Et tout ce qui est entre, c'est l'eutectique, donc le constituant eutectique qui est biphasé, aluminium en gris pâle, silicium en gris plus foncé. Et donc, l'eutectique est ce qu'on appelle aciculaire, c'est-à-dire qu'on a formation d'aiguilles. Tout ce qui est montré ici, c'est comme des aiguilles au niveau du silicium à l'intérieur du matériau. Maintenant, lorsqu'on ajoute, dans le cas de cet alliage, une très petite quantité de sodium, par exemple, il y a d'autres additifs qu'on peut utiliser, mais dans le cas du sodium, ça permet de modifier la forme de l'eutectique. Donc, cette fois-ci, en ajoutant un peu de sodium, on va avoir... Alors ici, on voit dans un premier temps, tout ce qui est en gris plus clair, c'est la phase primaire d'aluminium. On voit d'ailleurs la structure dendritique, là, ça se présente un peu comme des flocons là, à l'intérieur du matériau. Et le soluté, dans ce cas-ci, le silicium est rejeté et le dernier liquide à se solidifier a la structure eutectique. Mais on voit que maintenant, par l'ajout de sodium, on a en fait un eutectique maintenant qui est plutôt globulaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des aiguilles de silicium, on a une phase silicium qui est plutôt arrondie là, sous la forme de globules. Alors, cet ajout à l'intérieur de l'alliage a pour effet de modifier la morphologie et aussi les propriétés. Donc, dans un alliage non modifié, on a par exemple une résistance à l'attraction de 124 et une ductilité de 2%, alors que dans l'alliage modifié au sodium, on augmente la résistance mécanique et aussi on augmente d'une façon assez importante la ductilité de l'alliage. Donc, ce type de modification de la microstructure de l'eutectique, ça permet de modifier les propriétés. Et c'est la raison pour laquelle on va faire cette opération-là. C'est à peu près la même chose qu'on va observer dans le cas des fontes grises. Donc, des fontes, c'est des alliages fer-carbone. La raison pour laquelle on appelle ça des fontes et pas des aciers, c'est que dans ce cas-ci, on ajoute beaucoup plus de carbone que dans les aciers. Le but ici étant de réduire la température de fusion. On a vu dans les diagrammes d'équilibre que quand on a des teneurs en carbone autour de 3-4%, on a des températures de fusion beaucoup, beaucoup plus basses et ça permet de faire des pièces coulées d'un mélange de fer-carbone qu'on appelle plutôt des fontes. Alors, quand on coule une pièce comme ça, voilà le genre de structure qu'on va obtenir. C'est ce qu'on appelle une fonte grise. Alors, une fonte grise, c'est constitué de ferrite. Tout ce qui est en gris pâle ici, c'est de la ferrite. Et ce qui est montré en gris foncé et noir ici, c'est du graphite. Alors ici, ce n'est pas du carbure de fer, de la cémentite qu'on va former. Dans le cas des fontes, c'est principalement du graphite. Donc, c'est un matériau qui est très, très mou, qui a des très faibles propriétés mécaniques. Alors, on peut très bien imaginer que ce graphite-là, ici, imaginez que ça a la résistance mécanique une nulle. Donc, si on peut considérer ça comme des trous à l'intérieur du matériau, on voit ici qu'on a des zones de concentration de contrainte à l'extrémité des lamelles ici de graphite qui vont facilement propager la fissure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on appelle ça des fontes grises, parce que quand on les brise, d'abord, elles sont fragiles, ces fontes, et quand on les brise, la fissure a tendance à suivre les interfaces de graphite, de telle sorte que ce qu'on voit sur la surface de rupture d'une pièce, c'est principalement les plans graphitiques. Et donc, ça a une apparence plutôt grise plutôt que métallique. Alors, de cette façon-là, on veut modifier le comportement fragile de ces fontes. Comment on y arrive? Bien, cette fois-ci, en faisant un ajout, alors encore une fois, c'est des très très faibles quantités, mais quand on ajoute par exemple du magnésium, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter pour avoir le même effet, mais par un très faible ajout de magnésium dans le bain liquide, lorsqu'on coule la pièce, le graphite se transforme de cette façon-ci. Donc maintenant, on obtient ce qu'on appelle une fonte grise, donc c'est toujours avec du graphite, mais les graphites, au lieu d'avoir une forme lamellaire, ils ont une forme nodulaire. Donc, c'est comme des sphères de graphite. Et donc, dans un cas comme ça, la concentration de contrainte associée à ces particules de graphite est beaucoup moins grande que celle qu'on a
associés aux lamelles. Hein, on a des rayons de courbure ici qui sont plus grands. Et donc, c'est des phases. Le graphite n'a pas de meilleure propriété mécanique lorsqu'il est sous forme nodulaire, mais la taille ou la géométrie, la forme de ces nodules est beaucoup moins nocive au niveau des propriétés mécaniques. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on passe d'une fonte qui est fragile ici à une fonte qui est ductile. Donc, on parle dans ce cas-ci de fonte nodulaire ou de fonte ductile à graphite sphéroïdal, donc qui traduit bien la forme des nodules de graphite à l'intérieur de ce type de fonte. Une autre caractéristique intéressante au niveau du contrôle de la microstructure, et là on est dans des procédés qui sont un petit peu plus, je dirais, sophistiqués, donc ça veut dire plus coûteux aussi. On va, dans certains cas, fabriquer des pièces en utilisant un mécanisme de solidification dirigée. Alors, on verra dans les prochaines diapos de quelle façon on améliore, par exemple, les propriétés des ailettes qu'on va retrouver dans les turbines. Donc, dans les turbines à gaz, les ailettes sont soumises lors de la rotation des moteurs d'avion, par exemple. On va avoir les ailettes qui vont être soumises à des forces de tension résultant de l'effet centrifuge. Et ça fait que lorsqu'on porte le matériau à haute température, on a des problèmes de fluage. Alors, pour réduire le problème de fluage, on utilise des ailettes qui sont fabriquées par fonderie. Donc, le procédé avec lequel on les fabrique, c'est toujours la fonderie, sauf qu'on utilise la solidification dirigée. Alors, le procédé ici consiste à utiliser un moule. Donc, tout ce qui est le trait noir qui est ici, c'est un moule dans lequel on coule le métal liquide. Et en fait, on contrôle la solidification. Donc ici, c'est une solidification qui est dirigée parce qu'on retire la chaleur vers le bas, ici de la pièce. La base du moule est refroidie à l'eau. Donc, on retire la chaleur par le bas. La chaleur est retirée dans la direction au bas du moule. Et ça veut dire que la croissance du solide se fait dans la direction opposée. Et ici, on s'arrange pour sortir doucement tout le moule avec la base refroidie. On sort ça doucement du four ici, de telle sorte qu'on contrôle la position de l'interface solide-liquide. Alors, on est capable de contrôler la vitesse avec laquelle avance l'interface solide-liquide en contrôlant la vitesse avec laquelle on retire la pièce du four. Donc, dans le four, ici, tout le liquide qui se trouve ici est dans le four à une température au-dessus du liquidus. Et si on arrête ici le déplacement de la base solide, l'interface va demeurer à cet endroit-là. Et donc, à mesure qu'on déplace le moule, on va contrôler cette avance-là. Et donc, on peut s'arranger pour avoir une vitesse contrôlée pour contrôler la microstructure. Donc, dans un premier temps, on peut avoir la formation de grains basaltiques ou des grains colonnaires, si on veut, allongés dans la direction de la pièce. Ou, dans certains cas, on peut même avoir la possibilité, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais on va avoir formation à la base de plusieurs grains, là où on a la base refroidie ici, et on a des techniques qui permettent de sélectionner un grain en particulier qui va croître à l'intérieur, encore une fois, de la zone liquide. Et dans ce cas-ci, ça permet de fabriquer une pièce qui est monocristalline, c'est-à-dire un seul grain qui va se former sur toute la pièce. Donc, la pièce est constituée d'un seul cristal de matière. Alors ici, on montre par exemple des ailettes de turbine qui sont fabriquées selon ces différentes méthodes. Donc, encore une fois, lorsque les ailettes sont utilisées en service, on les utilise à haute température et donc, à cause de la rotation, il y a un effet centrifuge qui va générer une contrainte de tension sur les ailettes. Donc, avec la combinaison de haute température, ça met le matériau dans une condition de fluage. Alors, ici, on a des comportements qui sont très différents selon que l'ailette de turbine est
de grains équuiaxes, donc constitués de plusieurs grains. Ça, ce serait comme par exemple si on coulait l'alliage dans un moule normal, un moule ordinaire. Ici, on a formation de grains colonnaires, donc c'est des grains qui sont allongés, alignés dans la direction de solidification. Ça, c'est un exemple de solidification dirigée. C'est un matériau polycristallin parce qu'il contient plusieurs grains, mais c'est des grains qui sont allongés dans une seule direction. Et dans l'exemple complètement à droite, ici, on a une ailette monocristalline, donc tout ça, c'est un seul grain. Il n'y a pas de joint de grain à l'intérieur de ça. Alors, pour quelle raison ici, ce type, en fait, les ailettes produites en solidification dirigée ont un meilleur comportement en fluage? On l'a vu dans le cas du fluage, lorsqu'on soumet un matériau à une contrainte à haute température, les dislocations, on a le phénomène, en fait, de viscoplasticité, donc ça veut dire une déformation plastique qui est causée par l'effet combiné de la contrainte et de la température. Déformation plastique, ça veut dire que les dislocations vont se déplacer à l'intérieur du matériau. On a vu dans les unités précédentes que lorsque les dislocations arrivent aux joints de grains, ils vont être arrêtés aux joints de grains. Donc, on va avoir un empilement des dislocations aux joints de grains et éventuellement un empilement de dislocations sur une surface libre, ça va produire une marche. Et donc, cette marche-là, au niveau de la microstructure, ça va produire des cavités, des vides au niveau des joints de grains de la matière. Donc, tout ce qui est montré ici par les traits qui sont identifiés, ça correspond à, dans le cas d'un matériau polycristallin, ça constitue en fait des joints de grains. Et on voit que, en fait, on va avoir des cavités, des porosités qui vont se former au niveau des joints de grains lorsque ces joints de grains sont perpendiculaires à la direction d'application de la charge. Donc ici, la charge de tension est appliquée dans cette direction-là, ici. Et donc, les joints de grains, dans ce cas-ci, le joint de grain qui est perpendiculaire, c'est là où on va former les cavités. On ne va pas former de cavités le long des joints de grains qui ne sont pas perpendiculaires à l'application de la charge. Et donc, évidemment, là où on a de la porosité, c'est à ces endroits qu'on va éventuellement générer la fissuration et la rupture. Et donc, en fluage, ce qu'on va observer, c'est une rupture qui est intergranulaire, c'est-à-dire que la rupture se produit entre les grains au niveau des joints de grains. Donc, ce qu'on veut éviter pour avoir une meilleure résistance au fluage, on veut éviter d'avoir des joints de grains qui sont perpendiculaires à l'application de la charge. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans les structures de grains colonnaires, et c'est encore mieux dans le cas d'un monograin, dans le cas d'un monograin, un matériau monocristallin, là, on n'a pas de joint de grain du tout. Donc, alors qu'ici, on a des joints de grain, mais la majorité des joints de grain est orientée parallèlement à l'axe de chargement, donc moins nocif. Alors, c'est la raison pour laquelle on a, dans ce type de microstructure, une bien meilleure propriété mécanique lorsque les pièces sont soumises à des conditions en fluage. D'accord. Maintenant, dans la dernière partie, on va parler un peu plus des défauts de fonderie. Donc, on a vu de quelle façon, par des procédés ou par des différents ajouts chimiques, par exemple, on peut contrôler la microstructure dans le but d'améliorer les propriétés. Évidemment, ce qu'on appelle des défauts, c'est souvent des trucs qui sont reliés, des caractéristiques des pièces qui sont reliées aux procédés de fonderie eux-mêmes. Et la raison pour laquelle on appelle ça des défauts, c'est parce que souvent, ça mène à une détérioration au niveau des propriétés mécaniques. Et donc, la façon de les éviter ou de les diminuer, ces défauts, c'est principalement au niveau des procédés eux-mêmes. Alors, on a décidé là, dans cette version du cours de ne pas aller trop loin dans la notion des procédés, mais quand même, on veut seulement mentionner de quelle façon on peut caractériser les différents défauts qui se produisent pendant les procédés de fonderie et durant la solidification. Donc, on verra en fait dans les prochaines diapos qu'il y a différentes échelles de défauts. Il y a des défauts qui sont à l'échelle macroscopique.
Donc ça, c'est à l'échelle de la pièce. C'est des défauts qu'on est capable de voir à l'œil la plupart du temps. Et c'est des défauts qui sont reliés souvent par des mauvaises conceptions de moule ou le remplissage qui est déficient. Par exemple, il y a une partie de la cavité du moule qu'on n'est pas capable de remplir de liquide. Bien, évidemment, ça forme une pièce qui est incomplète. Dans certains cas, ça peut être au niveau de la manutention de l'alliage liquide. Donc, on verra, il y a des différents défauts qu'on peut observer à l'œil nu. Par ailleurs, on a aussi des défauts microscopiques, donc qui sont à l'échelle de la microstructure. Par définition, c'est souvent des défauts qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, par exemple, on en a parlé, là, des porosités interdendritiques. Si on ne peut pas voir ça à l'œil nu, c'est des défauts microscopiques. Ça amène une détérioration des propriétés mécaniques du matériau. Et ça, bien évidemment, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il y a des méthodes de détection, par exemple par rayon X, par ultrason, qu'on peut utiliser pour caractériser ces défauts à l'échelle microscopique. Donc, sur la diapo qui est ici, on va montrer en fait une petite animation de refroidissement d'un lingot qui se produit lorsqu'on fait la solidification. Lorsqu'on fait la solidification à l'intérieur d'un creuset pour une pièce, disons une pièce cylindrique. Alors, dans ce qu'on va montrer ici, je le décris un peu avant parce que la vidéo n'est pas très très longue. Je décris ici ce qu'on devrait voir. Donc, dans la première partie, on a, ici je vais aller avec le crayon, peut-être ça va être plus facile. Donc ici, le liquide va pénétrer à l'intérieur du moule par la partie inférieure ici. OK, donc on va faire entrer le liquide par le trou qui est au fond. Et tout ce qui est montré en gris ici, c'est le moule. Donc c'est l'endroit où on va avoir extraction de chaleur. Alors ici, la chaleur est extraite par tous les côtés qui sont montrés en gris ici. Et donc le refroidissement se fait de tous les côtés. Le refroidissement est très très faible sur la partie supérieure du moule parce qu'elle est à l'air libre, donc elle n'est pas en contact. Très peu d'extraction de chaleur de ce côté-là. D'accord. Alors on va démarrer la vidéo. Alors ici, donc, le liquide pénètre à l'intérieur du creuset. J'arrête la vidéo ici. Alors ce qu'on voit ici, c'est donc le liquide qui va entrer. Le niveau de liquide est à cet endroit-là. Là. On ne voit pas très très bien sur la vidéo, mais le liquide est rendu jusqu'ici. Mais dès que le liquide entre à l'intérieur du creuset, on voit que lorsqu'il est instantanément en contact avec le moule, il y a un refroidissement qui se produit. Donc pendant le remplissage du creuset, le liquide se refroidit et éventuellement devient solide. Donc, tout ce qui n'est pas rouge ici, ça représente, c'est un code de couleur qui est utilisé pour caractériser la température. Mais quand on est rendu en bleu et en turquoise, c'est parce qu'on est à l'état solide. Et donc, à mesure que se poursuit le remplissage, on commence déjà à voir la solidification à l'intérieur du moule. Donc, je vais poursuivre maintenant l'animation. Donc, on voit qu'on remplit le moule. Voilà. Là, je vais arrêter de nouveau la vidéo. Donc, ici, on voit que on a croissance du solide. Donc, on évacue la chaleur vers l'extérieur. Le solide va croître vers l'intérieur. Et donc, on évacue la chaleur et on forme le solide en contact avec le moule. L'épaisseur de solidification augmente continuellement à mesure qu'on remplit. Maintenant, le moule a été rempli complètement. On voit ici qu'on vient former près du moule, ici, du solide, mais sur la surface supérieure, l'évacuation de chaleur est moins rapide. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de bleu en surface encore. On voit qu'il y a quand même une perte de chaleur qui se fait par convection dans l'air, mais cette perte de chaleur est moins grande. Mais ici, on voit un phénomène intéressant que le liquide, en fait, on voit qu'il va être piégé au centre du lingot à un certain moment. Éventuellement, on voit aussi que, initialement, lorsqu'on avait rempli le moule était rempli jusqu'à ce point-ci, et
parce qu'on a déjà commencé à solidifier dans la partie du haut, on va avoir un retrait du solide, un rétrécissement du solide par rapport à la place que prenait le liquide, donc à plus haute température. Alors, je vais de nouveau poursuivre l'animation. Alors, maintenant, ici, on voit que le dessus est maintenant solidifié. Et là, ici, on a du liquide qui se poursuit. Et on voit qu'en fait, on a un rétrécissement important en surface. Donc ça, c'est une porosité qu'on a à l'extérieur de la pièce. Ça, c'est vraiment à l'échelle macroscopique. Ça, c'est ce qu'on appelle une rotassure. Alors, je vais poursuivre l'animation maintenant jusqu'à la fin. Voilà. Alors, ici, donc maintenant, toute cette partie de la pièce est solidifiée. Ici, on ne le voit pas très bien, mais la rotassure est jusqu'ici. Donc, en fait, à la surface du moule, on aurait comme un cratère qui est relié au fait que le liquide s'est refroidi et on a eu un rétrécissement. Et on voit que la dernière portion du liquide qui va se solidifier ici, maintenant, on a du liquide ou en fait du solide chaud là, maintenant, là, qui est rendu ici. Donc, éventuellement, le long de cette ligne-là, on pourrait aussi avoir de la porosité, peut-être même visible à l'œil nu. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le phénomène de rotassure. Ça, c'est une macroporosité, en fait, qu'on observe à la surface. Et à l'intérieur du matériau, ici, on pourra avoir des porosités, des microporosités, donc à l'échelle microscopique. Alors, quand on regarde au niveau des différents types de défauts, celui qu'on vient de décrire, c'est ce qu'on appelle une rotassure. On est ici dans les défauts macroscopiques. Et tout simplement, cette rotassure est reliée à une contraction associée à la solidification. La façon avec laquelle on peut réparer ce défaut-là, principalement, c'est en utilisant une masselotte. Alors, une masselotte, c'est une zone du moule qu'on va porter à l'extérieur de la pièce, de telle sorte qu'on s'assure que le dernier liquide à solidifier se situe dans cette portion-là. Et la masselotte, en fait, elle est ensuite, après solidification, on coupe et on vient éliminer cette partie-là. Ça ne fait pas partie de la pièce comme telle, donc on s'assure que la solidification se termine dans cette dernière portion du moule. Bon, dans certains cas, s'il y a des zones du moule qui ne sont pas entièrement remplies avec le liquide, c'est ce qu'on appelle une malvenue, donc c'est un remplissage incomplet de la cavité. Et là, la façon d'y arriver, c'est en augmentant un peu la température du liquide, pour le rendre un peu plus fluide. Dans certains cas aussi, quand on remplit un moule, on essaie d'éviter d'avoir trop de turbulence dans le liquide, où on aurait, par exemple, du fluide qui va, par la turbulence, se replier, et on va piéger, par exemple, des zones solides pour former des replis. Donc, habituellement, quand on fait le remplissage de moule, on fait un remplissage très, très lentement, de telle sorte que l'écoulement est plutôt laminaire. On essaie aussi, quand on remplit un moule, d'éviter d'avoir deux fronts de liquide qui se rejoignent. Donc là, c'est vraiment dans la conception des moules. Bon, je ne veux pas qu'on aille trop dans le détail ici, mais si on remplit un moule par deux endroits différents et ces deux fronts viennent se toucher éventuellement, à mesure qu'on a progression du front du liquide à l'intérieur du moule, il y a un refroidissement du liquide. Et s'il arrivait que la surface était refroidie, là, on va avoir les deux joints de liquide qui vont se rejoindre et qui vont être en fait comme une soudure froide. C'est ce qu'on appelle une soudure froide. C'est une rencontre de deux fronts qui sont solidifiés. Et donc, ça aussi, il faut éviter. Donc, on peut réfléchir à améliorer la conception du moule ou bien, encore une fois, augmenter la température de fusion. Et on a dans certains cas l'apparition de fissures à chaud. Donc, c'est des fissures qui vont apparaître. Principalement, c'est relié au fait que lorsque le matériau se solidifie, on a un retrait du matériau, donc on a un rétrécissement du matériau lorsqu'on passe de la phase liquide à la phase solide.
Et dans certains cas, ben, en fonction de la configuration du moule, en particulier lorsqu'on a des pièces avec des coins comme ça, ben, on peut générer des contraintes mécaniques sur le solide lorsqu'on a le rétrécissement. Hein, la pièce va prendre moins de place que le moule comme tel, et donc on peut générer des contraintes mécaniques, et dans un coin, on a une concentration de contraintes, donc qui peut générer des fissures. Alors, là aussi, la façon de corriger ce genre de défaut, c'est dans la conception du moule. C'est la raison pour laquelle des pièces de fonderie, on évite d'avoir des pièces avec des coins qui sont trop aigus. Habituellement, on utilise des coins qui sont avec des arrondis plutôt généreux au niveau de la conception des pièces. Au niveau des micro-défauts, ben, on a je l'ai mentionné déjà, mais on a la microporosité, donc la solidification du liquide entre les dendrites. Alors ça, c'est très, très difficile à éviter. C'est des pores, encore une fois, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc, il y a différentes façons avec lesquelles on peut minimiser ce type de défaut, soit en utilisant des inoculants, ou bien en ayant des vitesses de refroidissement un peu plus grandes. Un des défauts qui est intéressant aussi, c'est des soufflures. Alors, une soufflure, c'est des bulles qu'on va former à l'intérieur du matériau. C'est des porosités, mais ce n'est pas des porosités qui sont reliées au retrait de solidification. C'est des précipités qui sont reliés à la présence de gaz qui sont dissous. Alors, on est capable de montrer que à haute température, lorsqu'on a le métal liquide, les gaz comme l'oxygène, par exemple, l'hydrogène, etc., les gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère sont beaucoup, beaucoup plus solubles dans le liquide que dans le solide. De telle sorte que lorsqu'on a le liquide à haute température, on dissout les gaz et ces gaz-là, lorsqu'on va solidifier la pièce dans le moule, comme ils sont moins solubles dans le solide, ben, les gaz vont sortir de la matière pour former des bulles. Donc, il y a différentes approches qu'on peut utiliser, là c'est plus au niveau des procédés, mais pour dégazer le liquide avant de le couler. On peut aussi diminuer les vitesses de remplissage, donc encore une fois, dans le but d'avoir un écoulement plutôt lamillaire que turbulent. Si on fait un écoulement turbulent quand on remplit le moule, évidemment, on a tendance à entraîner plus de gaz et ça donne plus de risques de soufflure. Alors, les soufflures, c'est des porosités qu'on retrouve dans la matière, mais c'est plutôt des porosités qui sont bien, bien sphériques, okay? Qui n'ont pas la même forme que les porosités qu'on retrouve entre les dendrites. Et puis bon, ben aussi, je parlais d'oxygène, mais l'oxygène peut soit former éventuellement des soufflures, ou si l'oxygène réagit avec le métal liquide, ben, on peut former des oxydes, qui sont des particules, et donc c'est ce qu'on appelle des inclusions à l'intérieur du matériau. C'est des particules très souvent qui ne vont pas améliorer les propriétés mécaniques, et donc ben, on peut éviter de former ces particules, d'abord soit encore une fois en dégazant, si ça provient de l'oxydation à partir du gaz qui est dissous dans le liquide, bien, on peut dégazer le liquide, ou bien lors du processus de coulée, si on a des particules exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, par exemple des parties, le moule qui se désagrège, si on a un moule en sable, si on entraîne des particules de sable dans la pièce, bien ça, on peut éliminer ça en utilisant des filtres. Donc à l'entrée de la cavité du moule, on peut venir mettre des filtres pour laisser passer le liquide, mais pas les particules donc exogènes qui vont encore une fois nuire aux propriétés des matériaux. Alors ici, on a fait un rapide survol des différents types de défauts, soit à l'échelle macro, soit à l'échelle microscopique, mais dans tous les cas, ces défauts vont amener une réduction des propriétés des matériaux, et c'est la raison pour laquelle on essaie de les éviter et de les amoindrir et ça se fait surtout au niveau de la pratique des procédés de fonderie eux-mêmes. Alors, je ne veux pas qu'on aille trop dans les défauts, mais on devrait bien comprendre qu'on cherche à avoir le moins de défauts possible à l'intérieur d'une pièce coulée. Alors, dans les prochaines unités, on va entrer ensuite à l'unité 9. Dans l'unité 9, on va parler des processus de mise en forme par déformation plastique.
Et un des buts visés par ces processus-là, c'est justement d'éliminer des défauts de fonderie. Alors, ça va bien montrer la continuité avec l'unité 8 sur les phénomènes de solidification et de contrôle des microstructures. Alors, ceci termine l'unité 8 et donc, je vous souhaite une bonne journée.